Donc, petite révision de mathématiques pour entrer en prépa. J'ai mis MPSI, mais en vrai, c'est pour toutes les filières. Toutes les filières qui comportent des mathématiques. Là, c'est vraiment des révisions. Je vais aller assez vite. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez regarder une formule un peu plus en détail. C'est des formules vraiment très simples qu'il faut absolument maîtriser euh, quand on entre en prépa. Et comme vous voyez avec le petit icône en bas à droite, je fais ça en live sur Twitch. Donc les gens sur Twitch, là, si vous avez des questions en direct, n'hésitez pas. C'est fait aussi pour être un peu interactif. C'est le but. Je vais faire ça en plusieurs parties. Donc là, c'est la première partie. Et on va commencer par quelques identités sur les fractions qui sont connues par tous les élèves qui entrent en prépa, normalement. Mais des fois, c'est connu, mais c'est pas maîtrisé à 100%. Et quand on va très vite et quand il faut réfléchir très vite avec des choses, des termes beaucoup plus compliqués que ce que j'ai écrit là, et que on en est à la 3e heure du DS, et ben en fait, le moindre petit manque de maîtrise, la moindre petite hésitation peut amener à des erreurs fatales. Donc, vous allez voir, c'est des formules assez simples, mais il faut vraiment avoir ça en tête de manière parfaitement maîtrisée. Donc, première formule, c'est la mise sous même dénominateur. Et tout de suite, je vais faire ça plusieurs fois dans cette fiche de révision. Je vais montrer aussi les erreurs classiques. Donc là, la mise sous même dénominateur, hein, c'est c'est dans le nom, c'est le même dénominateur. Si vous avez le même numérateur, vous n'avez pas le droit d'écrire ça. Donc n'écrivez pas A sur B plus C, qui serait égal à A sur B plus A sur C. Ça, malheureusement, je le vois souvent. Encore une fois, quand les élèves sont fatigués en fin de DS, ça peut arriver. Le signe moins, la distribution, vous l'envoyez en haut ou en bas. Donc tout à droite, là, vous l'envoyez en bas sur le moins C. Et quand vous l'envoyez en haut, vous le distribuez sur A et B. Donc c'est moins A moins B et pas moins A plus B. Pareil, erreur classique à éviter. Le produit, ça, normalement, c'est maîtrisé. Donc A sur B fois C sur D, c'est AC sur BD. Et attention à ne pas identifier, entre guillemets, les numérateurs et les dénominateurs. A sur B égale C sur D n'implique pas que les numérateurs sont égaux, A égale C, et que les numérateurs, ou même que les numérateurs seraient égaux, B égale D. Vous ne pouvez pas identifier comme ça. Ce qui est vrai, c'est le produit en croix, là, AD égale BC. Petite parenthèse, là, je suppose à chaque fois que tout est bien défini. Hein, je ne vais pas écrire les conditions d'existence rigoureusement. Là, je suppose que tout est bien défini. Alors ça, c'est niveau... non, c'est pas niveau prépa, ouais. C'est niveau 4e, ça. Et le souci, c'est que la 4e, c'est loin des fois. Et quand tu as des lacunes de 4e que tu traînes jusqu'en prépa, ça arrive, t'es embêté. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Voilà, des fois, je dis à mes élèves, je fais remarquer à mes élèves que le petit truc qui les fait coincer, en fait, ils ne le voient pas toujours, caché derrière les grosses équations, c'est un petit problème de 4e ou de 3e. Ok. La mise sous même dénominateur classique, donc AD plus BC divisé par BD, pareil, ça vous connaissez. L'inverse d'une fraction, vous inversez le numérateur et le dénominateur, donc 1 sur A sur B, c'est B sur A. J'en profite ici pour faire une remarque très importante, la taille des barres de fraction est très importante. Si j'écris 1 le tout divisé par A sur B, c'est pas la même chose que 1 divisé par A, le tout divisé par B. Donc là, la barre de fraction du dessus est plus grande. Pareil, quand on va vite, qu'on écrit un peu rapidement, les barres de fraction, elles finissent par faire la même taille, et hop, on passe de l'autre côté, on inverse tout, et ça donne n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas à exagérer. Faites une grande barre de fraction pour celle qui est plus grande que l'autre. Ouais, ça fait pas mal de revoir les bases. C'est même très important. Et puis là, c'est l'été, on en profite. A sur B, c'est aussi un produit. C'est le produit de A par l'inverse de B. C'est comme réviser son code de la route quand on a 20 ans de permis. Ouais, il y en a certains à qui ça ferait du bien. Il n'y a pas plus tard qu'aujourd'hui,
devant moi, il y a une voiture qui est sortie du rond-point à une entrée, en fait. Donc, il y avait les gens qui arrivaient. Et au lieu de sortir à la sortie, elle est sortie juste après à l'entrée. Et donc, il y a un gars qui est arrivé, qui a pilé, qui a klaxonné. Ils n'ont pas tapé, mais... Donc, bon, je sais pas si c'est juste un problème de code, mais je pense que c'est un problème plus grave que ça. Mais bon, réviser les bases, oui, ça fait du bien. Bon, après, on est à Toulon, hein, c'est le code de la route, c'est pas toujours respecté. A divisé par B sur C. Du coup, c'est A fois l'inverse de B sur C. J'utilise un peu cette formule-là. Et l'inverse de B sur C, on vient de voir que c'est C sur B. Donc ça fait AC sur B. Et la formule un peu globale, A sur B, le tout divisé par C sur D. Donc là, j'aurais pu exagérer un peu plus. C'est la tech qui a mis automatiquement les barres de cette taille. Mais n'hésitez pas à mettre des barres plus longues pour bien différencier, pour bien savoir dans quel ordre on fait les choses. Donc c'est A sur B fois l'inverse de C sur D, donc fois D sur C. Donc ça fait AD sur BC. Ouais, 1 sur A divisé par B égale 1 sur AB. Donc là, les gens ne voient pas sur YouTube, mais dans le chat, quelqu'un a mis les parenthèses. Vous pouvez aussi mettre des parenthèses pour être sûr de ne pas vous tromper. Les quadruples fractions, ah ben, je t'assure qu'en prépa, il y en a tout le temps. Hein. Ça, je le vois souvent aussi. L'inverse, je vais afficher la phrase, l'inverse de la somme, ce n'est pas la somme des inverses. Donc là, j'inverse cette somme. Je pourrais me dire, ben ok, je fais la somme des inverses, c'est B sur A plus D sur C. Non, ça ne marche pas. La bonne formule, hein, c'est de mettre sous même dénominateur, on vient de voir la formule, et après d'inverser. Donc j'inverse ça, AD plus BC sur BD, j'inverse, ça fait BD sur AD plus BC. Donc d'abord, vous mettez sous même dénominateur, et après, vous faites l'inverse, en inversant numérateur et dénominateur. Les identités remarquables, pareil, ça c'est assez vieux normalement, hein, si vous entrez en prépa. A plus B au carré, c'est A au carré plus 2AB, n'oubliez pas le facteur 2, plus B carré. Quand il y a un signe moins ici, il se reporte sur le double produit, mais pas sur les autres. Somme égale dénominateur commun, multiplication, facteur commun. Essaye de détailler un peu plus avec une phrase, parce que là, je ne vois pas trop ce que tu veux dire. Mais ici, oui, quand il y a un produit, tu peux prendre l'inverse beaucoup plus rapidement. Mais quand il y a une somme, il faut faire très attention. La fameuse identité A2-B2, qui est presque un mème des fois. A-B fois A plus B. Et je donnais les cubes aussi. Ça se retrouve en faisant des produits, en décomposant, hein, mais A plus B au cube, vous commencez à voir le triangle de Pascal qui apparaît là. 1, 3, 3, 1, pour ceux qui connaissent. Donc il y a les combinaisons. A au cube plus 3A carré B plus 3AB carré plus B au cube. Là, vous pouvez voir ça comme un produit donc, de 3 facteurs et commencer à faire du dénombrement. Et il y a le facteur 3 qui apparaît. Et A cube moins B cube, on peut mettre A moins B en facteur. Et attention, ici, il n'y a pas le 2, contrairement au double produit ici. Quand vous avez AN moins BN, vous pouvez mettre A moins B en facteur à chaque fois. Les puissances, alors A puissance 0, ça vaut 1. A puissance N plus 1, ça vaut par définition A puissance N fois A. Et là, je vais plutôt utiliser X. Pareil, je suppose que tout ça, c'est bien défini. Quand il y a une somme à la puissance, ça se transforme en produit de puissance. Donc X puissance A plus B, c'est X puissance A fois X puissance B. Et quand il y a un produit, vous voyez, j'anticipe un peu, un produit en puissance, c'est une puissance de puissance. Vous voyez, c'est X puissance A, le tout à la puissance B. Ben ça, c'est X puissance A fois B. Et le produit C commutatif, donc A fois B, c'est égal à B fois A. Donc je peux aussi dire que c'est X puissance B, le tout puissance A. Des fois, c'est utile d'intervertir l'ordre des puissances comme ça. L'inverse de X puissance N, c'est X puissance moins N. Et donc, X puissance A sur X puissance B, c'est X puissance A fois X puissance moins B. Et j'utilise cette formule-là. Le produit des puissances, ça donne une somme. Je somme les puissances, donc A plus moins B, donc X puissance A moins B. Salut Tristan. Bonjour, sur les fractions, est-ce qu'il existe toujours A et B tel que l'on peut écrire
A divisé par B plus C égale grand A sur B plus B sur C. Oui. Oui, mais ça sans problème. Tu peux même avoir des décompositions comme ça avec les polynômes. Je ne vais pas en parler là parce que ce n'est pas des révisions, c'est quelque chose qu'on fait en prépa. Ça s'appelle la décomposition en éléments simples. Donc, si tu veux, tu peux aller regarder ça. Décomposition en éléments simples. Voilà. Et tu verras que pour les polynômes, tu as des trucs comme ça qui sont très très utiles. C'est pas tout à fait la formule que tu as écrite, mais ça ressemble. On peut aussi visualiser géométriquement ces identités. Oui. Donc là, il y a des preuves arithmétiques, mais aussi des preuves géométriques de toutes ces identités qui fonctionnent bien. Si vous faites de la physique, essayez de voir si ce que vous écrivez est homogène. Ouais, ça c'est un très bon conseil. Vous vérifiez que si vous partez d'une expression en mètres, vous finissez bien avec des mètres de l'autre côté du signe égal, et notamment que vous ajoutez des expressions qui ont la même unité. Donc je peux ajouter 2 mètres plus 3 mètres. Je ne peux pas ajouter 4 mètres plus 5 secondes. Ça n'a aucun sens. Ok, on en est là. Ensuite, si j'ai une puissance sur un produit, x fois y le tout puissance n, c'est le produit des puissances x puissance n fois y puissance n. Comment écrit-on A exposant B exposant C? C'est ce que j'ai fait là. A, tu mets B puissance C entre parenthèses. Ok. Donc là, bonne remarque. Les parenthèses là sont très importantes. Si j'avais écrit x puissance A puissance B, donc avec des parenthèses, je vais l'écrire comme ça c'est plus clair. Hop. Donc là, la question c'est x puissance A puissance B, avec la parenthèse ici. Il faut calculer A puissance B en fait. Tu peux pas développer là. Ce que tu peux développer, c'est le produit. Quand il y a un produit x puissance A fois B, ça c'est x puissance, je sais pas pourquoi j'écris en vert, x puissance A le tout à la puissance B. Ou x puissance B le tout à la puissance A. Et ça, c'est pas la même chose que ça. Voilà, la position des parenthèses, c'est très important. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec les fractions. Si j'ai 1 divisé par A sur B, ça fait B sur A. C'est pas la même chose que 1 sur A divisé par B. Vous voyez, c'est 1AB. 1AB, c'est la même chose. Et pourtant, regardez, ça fait 1 sur A divisé par B, donc fois 1 sur B. Donc ça fait 1 sur AB. C'est pas la même chose. Les tailles des barres de fraction, n'hésitez pas à les exagérer comme ça, sinon vous allez vous tromper. Ok? Et pareil pour les fractions, x divisé par y puissance n. Toujours pareil, je suppose que tout est bien défini là. Je ne m'embête pas trop avec les définitions. C'est x puissance n divisé par y puissance n. Ensuite, on a les puissances fractionnaires qui donnent les racines. Je vais juste m'intéresser aux racines énièmes. Là. Donc la racine carrée, c'est x puissance 1,5. La racine énième, c'est x puissance 1 sur n. On met un petit n dans le radical. Et si vous avez x puissance 3,5, du coup, vous allez pouvoir l'écrire de deux manières différentes. Vous voyez, il y a deux résultats à la fin. Soit je dis que c'est x puissance 3 fois 1,5, donc x puissance 3, le tout puissance 1,5. Donc, être à la puissance 1,5, c'est prendre la racine carrée. Donc, c'est racine carrée de x puissance 3. Soit je dis que, c'est commutatif, c'est x puissance 1,5 fois 3. Donc, x puissance 1,5, le tout à la puissance 3. Et x puissance 1,5, c'est racine de x, racine carrée de x. Donc, racine de x au cube, c'est la même chose que racine de x au cube. Vous voyez, j'ai mis la pause différemment. Racine de x cube, c'est la même chose que le cube de racine de x. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quelle valeur de puissance. Donc, la racine pm de x puissance n, par définition, c'est x puissance n puissance 1 sur p. Donc, x puissance n fois 1 sur p. Donc, x puissance n sur p. Je peux inverser, c'est x puissance 1 sur p fois n. Donc, x puissance 1 sur p, le tout à la puissance n.
Donc la racine pim de x à la puissance n. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes expressions au départ et à la fin, mais en fait, ça désigne la même chose. C'est égal. Avec les fractions, même chose que tout à l'heure. La racine carrée de x sur y, c'est la racine de x sur la racine de y. Pourquoi? Parce que c'est x sur y le tout puissance 1,5. Donc, je peux distribuer x puissance 1,5 divisé par y le puissance 1,5. J'ai dit je peux distribuer. Faites attention avec ces phrases. Je passe le signe moins de l'autre côté. Je distribue, j'identifie. C'est piégeux, ces phrases-là. Donc revenez toujours à la définition si vous avez un doute. Oups. Et attention, voilà, j'aime bien mettre les petites les formules qui fonctionnent et aussi les erreurs à éviter. Ça, des fois, c'est pas dans les bouquins alors que c'est super important. La racine carrée d'une somme, ce n'est pas la somme des racines carrées. Erreur que je vois en prépa assez souvent. Attention à ne pas faire ça. Ensuite, les fonctions usuelles. Donc tracer une fonction, hein, c'est tracer différents points avec des abscisses et des ordonnées. L'abscisse, c'est la position à gauche ou à droite, et l'ordonnée, c'est la position en haut ou en bas. Donc un point d'abscisse 3, je me décale de 3, et d'ordonnée 9, je monte de 9. Il va être sur cette courbe-là, y égale x carré. Donc vous voyez, tracer des fonctions ici. La fonction y égale à x, donc l'ordonnée est égale à l'abscisse. Donc ici, j'ai le point 1, 1, 2, 2, 3, 3, même abscisse que coordonnée. Ça, c'est la courbe. Donc ici, une droite, y égale x. La courbe y égale x carré. Vous voyez qu'y est forcément positif, c'est un carré. Donc je ne peux pas avoir de valeur négative de y. Et vous voyez que la fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc je pourrais mettre un miroir ici à la place de cet axe. Ça me donne bien les mêmes points de part et d'autre. On dit que la fonction est paire. C'est la propriété de parité. Et mathématiquement, analytiquement, je remplace x par moins x le tout au carré, ça fait bien x carré. Si je fais moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2, ça fait 4. C'est bien la même chose que 2 fois 2. Donc le signe moins ici, il ne change pas le résultat, on dit que la fonction est paire. Ça ressemble au diagramme d'espace-temps pour ceux qui étaient là en live au début du live. La fonction x cube, elle n'est pas paire, elle est impaire. Attention, c'est pas parce qu'une fonction n'est pas paire qu'elle est forcément impaire. Il y a des fonctions paires, en bleu, il y a des fonctions impaires, une symétrie centrale là, et il y a des fonctions, la rouge aussi, elle est impaire, et il y a des fonctions bizarres qui sont ni paires ni impaires. L'imparité, hein, cette fois-ci, je remplace x par moins x et ça me donne un signe moins. Donc ici, par exemple, x cube, si je prends 2 au cube, ça fait 8. Si je prends moins 2 au cube, ça fait moins 8. Et vous avez cette fois-ci non pas une symétrie axiale, mais une symétrie centrale par rapport au point de l'original. Et on voit déjà un petit peu là que c'est plus écrasé au début, et qu'après, par contre, ça monte plus vite. Et elles passent tous par le point 1, 1. Est-ce que ça a un nom? C'est la fonction cubique. Fonction cubique. Ça, c'est une parabole. Ça, c'est une droite. Voilà. Et la fonction x puissance 4, vous voyez, elle est encore plus écrasée. Elle a vraiment du mal à décoller au début. Par contre, elle explose plus vite après. Ça, vous pouvez étudier la fonction pour vérifier que ça fait bien ça. Donc, je rappelle, hein, des fois, on oublie ce qu'on fait quand on trace une fonction. On est en train de tracer des points, en fait, avec une ordonnée, une abscisse 2, ici, c'est cette valeur-là, et une ordonnée 4. Et je vérifie, je trace tous les points, tous les couples abscisse ordonnée qui vérifient cette équation. C'est ça une courbe. À Stanislas, ils envoient au début des vacances d'été en MPC un cahier de calcul. Ouais, un petit cahier de vacances avec des petits... où il faut compter les ballons de plage et les parasols. Donc ce qui est présenté ici à propos des calculs sur les fractions, mais aussi résoudre des équations de degré 2. Vous pourrez retrouver le fiche sur le site de Stanislas. Ouais, si tu veux mettre sur Discord, il n'y a pas de souci. Ça aussi, je partagerai. En fait, je vais le filer dans la liste mail, ça. Comme ça, les gens, ils auront les diapos. Et je vais même filer les TD. Parce qu'il faut aussi pratiquer. C'est bien beau de regarder, mais il faut pratiquer.
Et là, vous voyez la parité. Le point 2,4 et le point moins 2,4 sont tous les deux sur la courbe. C'est une utilisation de ces tracés géométriques. Par exemple, je veux résoudre cette équation avec y égale 4. Donc je trace la courbe y égale 4, qui est une droite horizontale, et je vois que ça coupe la courbe en bleu en 2 points. Ça me donne les deux solutions. Donc les deux racines carrées de 4, la racine carrée 2 et moins la racine carrée. En parlant de racine carrée, voilà à quoi ressemble la fonction racine carrée de x. Il y a une tangente ici verticale, donc une dérivée infinie, on parlera des dérivées après. Et après, elle augmente, elle tend vers plus l'infini, mais très lentement. Et, si vous êtes attentif, c'est le symétrique de cette branche-là, cette fois-ci par rapport à ce qu'on appelle la première bisectrice, la diagonale ici, x égale y, par rapport à cette droite rouge-là. Donc cette portion-là, en bleu, qui est ici, là, si je fais le symétrique par rapport à la droite rouge, ça me donne la racine carrée. C'est normal, ce sont des fonctions inverses l'une de l'autre. Pas inverse au sens 1 divisé par, mais au sens fonction inverse, au sens du groupe, quand on fait des compositions de fonctions. Ok. Et effectivement, on pourrait tracer y égale moins racine de x et on aurait la branche de l'autre, on aurait la parabole complète là. Ça, ce n'est pas une parabole. Peut-être que vous connaissez le nom. On appelle ça une hyperbole. C'est la fonction 1 sur x. Et là, vous voyez tout de suite si elle est paire ou impaire. Il y a une symétrie géométrique. Géométriquement, on le voit, il y a une symétrie centrale. C'est une fonction qui est impaire. Donc l'inverse de moins x, c'est moins l'inverse de x. Hyperbole, j'adore ces courbes, elles ont trop la classe. Ouais. Et en physique, on les utilise. Par exemple, les objets qui viennent de l'extérieur du système solaire et qui sont déviés par le Soleil, ils suivent exactement une hyperbole comme ça. Et des fonctions très classiques que vous avez déjà vues au lycée, la fonction exponentielle et sa fonction inverse, pareil, inverse au sens composition, le logarithme népérien. Et vous voyez qu'il y a à nouveau une symétrie par rapport à la première bisectrice. Donc l'exponentielle est toujours positive. Elle tend très très vite vers plus l'infini, plus vite que n'importe quelle puissance de x. Donc là, vous voyez x au carré, ça tend vers plus l'infini assez rapidement. X cube encore plus vite. X puissance 4 encore plus vite. X puissance 1 milliard beaucoup beaucoup plus vite, mais quand même plus lentement que l'exponentielle. Aucune puissance ne peut battre l'exponentielle en termes de limite vers plus l'infini. Ok, donc elles sont inverses au sens de composition. Donc l'exponentielle du logarithme, c'est l'identité. Et dans l'autre sens aussi, le logarithme de l'exponentielle, c'est l'identité. Donc si je fais exponentielle de ln de x, ça me donne x. Et bien sûr, les fonctions trigonométriques. J'en reparlerai en traçant le cercle trigo. Pour l'instant, je m'occupe juste des fonctions. Et pareil, vous pouvez voir la parité tout de suite là. Il y en a une qui est paire et l'autre qui est impaire. La fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire. C'est les mêmes, j'ai juste dézoomé là. Donc vous voyez qu'il y a l'oscillation, ce sont des fonctions périodiques. L'enfer des sinusoïdes, Fourier, Vadé, rétro. Ouais, donc ça, ce sont des fonctions extrêmement utiles en physique, notamment pour les décompositions de Fourier, en série de Fourier. Vous allez voir ça en prépa aussi. On va parler un petit peu de limites. Donc là, je ne donne pas la définition rigoureuse. C'est des révisions et j'essaye de vous donner des choses opérationnelles qui vous permettent de faire les exercices rapidement, sans être trop théorique. La limite, la définition un peu intuitive, c'est ça, c'est si la fonction se rapproche d'une valeur L, quand x se rapproche de A, on dit que la limite de f quand x tend vers A est égale à L. Donc vous imaginez un point qui est dirigé par l'abscisse, donc je déplace l'abscisse, donc je me déplace sur la courbe, et je me rapproche de plus en plus du point ici. C'est ça la limite, et je regarde quelle est l'ordonnée. Ça me donne la limite de la fonction.
Donc là, vous allez me dire, bah oui, c'est juste la valeur de la fonction. Donc, là, ça marche, mais ça marche pas tout le temps comme ça. Et d'ailleurs, des fois, la limite, elle est infinie. Par exemple, quelle est la limite du log en 0? Je déplace mon point en me rapprochant de x égale 0. Et là, je descends jusqu'aux enfers. Là. Tu parlais d'enfer des sinusoïdes. Là, je descends jusqu'à moins l'infini. Donc la limite, c'est pas un nombre fini, c'est moins l'infini ici. Voilà, c'est un peu l'idée de ce deuxième point. Si une fonction peut devenir aussi grande qu'on veut, quitte à se rapprocher du point A, on dit que la limite est infinie. Et si elle peut devenir aussi petite qu'on veut, ou aussi négative qu'on veut, aussi grande en valeur absolue mais négative, on dit que la limite est égale à moins l'infini. Et vous avez peut-être déjà vu ça, il y a des formes indéterminées. Donc des fois, on veut calculer la limite d'une fonction composée, d'une fraction, etc. Et on se rend compte, par exemple, que le numérateur tend vers plus l'infini et que le dénominateur aussi. Eh bien, quand vous en arrivez là, vous ne pouvez pas conclure immédiatement. On appelle ça une forme indéterminée. Si vous n'avez pas plus d'informations, vous ne pouvez pas conclure. Il va falloir travailler un peu plus. Pareil, 0 sur 0. Donc je ne divise pas par 0, là ce sont des limites, il faut bien comprendre ce qui est écrit. Le numérateur tend vers 0, le dénominateur tend vers 0, ça peut donner n'importe quoi. Pareil, si je fais l'infini moins l'infini, un nombre qui tend vers plus l'infini, une fonction qui tend vers plus l'infini, moins une autre fonction qui tend vers plus l'infini, ça peut donner l'infini, ça peut donner moins l'infini, ça peut donner 0, ça peut donner 4,7. C'est indéterminé. 0 fois l'infini, 0 puissance 0, l'infini puissance 0, 1 puissance l'infini. Voilà les limites indéterminées. Donc si vous avez juste des infos sur les facteurs du produit, là, je multiplie un nombre très petit par un nombre très grand, aucune idée du résultat si j'ai pas plus d'infos. Est-ce que exponentielle de ln de x est définie sur l'ensemble des réels? Je me pose la question, vu que ln de x n'est défini... Non, l'ensemble de définition de la fonction ln bloque la définition complète. Ouais. T'as pas le droit d'étendre comme ça. Des fois, tu peux trafiquer le truc, mais comme ça, immédiatement, non. Et là, je donne des limites usuelles qui sont à connaître. Donc, je définis la fonction tangente, mais vous connaissez le rapport entre sinus et cosinus. Là, sinus de x, si je prends la limite en 0, il faut toujours prêter attention à ce qui est écrit là. Des fois, on va un peu vite. Et regardez là, x tend vers 0, x tend vers 0, x tend vers 0. Et à force, vous dites, ah bah la dernière, c'est x tend vers 0 aussi. Vous regardez même plus ce qui est en dessous là. Pareil, ça c'est une erreur classique. C'est pas une erreur de calcul ou quoi, c'est juste une erreur d'inattention. Mais ça arrive très souvent. Voilà, donc lisez bien tous les petits détails, lisez les titres des exercices. Je remets la fonction sinus en rouge là. Quand x tend vers 0, elle tend vers 0. Donc le numérateur tend vers 0. Et le dénominateur, il tend vers 0 aussi. On est en train de prendre x qui tend vers 0. Et là, on est exactement dans cette limite indéterminée. Donc a priori, je ne sais pas vers quoi cette fonction, cette fraction va tendre. Je vous le dis, ça tend vers 1. Voilà, ça se démontre. Pareil, la limite de tangente de x sur x, ça tend vers c'est 1. ln de 1 plus x sur x, ça tend vers 1. ln de 1 plus x, quand x tend vers 0, ça tend vers ln de 1, par continuité, pour ceux qui connaissent. Et ln de 1, ça fait 0. Donc on a à nouveau 0 sur 0. Il se trouve que ça fait 1. Exponentielle, quand x tend vers 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. En bas, on a aussi 0. On a 0 sur 0. Et il se trouve que ça tend vers 1. Attention, là, dans les 4 exemples, la forme indéterminée, c'est 0 sur 0. Et à chaque fois, ça fait 1. C'est pas du tout une règle générale. Il se trouve qu'on aime bien donner ces exemples-là parce qu'ils sont très utiles, mais des fois, ça fait autre chose que 1. Comme je vous dis, ça peut donner n'importe quoi si vous n'avez pas d'infos. Quand vous avez 0 sur 0. Ok. En informatique, l'infini, ça explose la mémoire. Par contre, 0, c'est notre plus grande crainte. Ouais. Ouais, t'as des bugs différents. Ça s'arrête différemment. Et enfin, cette fonction-là, en fait, c'est quasiment... Ça peut être une définition de la fonction exponentielle, d'une certaine manière. 1 plus 1 sur x, le tout à la puissance x. Cette fois-ci, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers exponentielle de 1. Donc c'est le nombre e qui vaut 2,72. Ok. À partir de cette notion de limite, on peut définir une notion de dérivée.
Donc voilà la formule. Donc là, vous dites, c'est quoi cette grosse formule? En fait, c'est la pente de la tangente à la courbe. Donc je trace une courbe en bleu. Je m'intéresse à un point donné de cette courbe, le point en rouge, et je trace la tangente. Donc intuitivement, j'essaye de raser la courbe. Voilà, la courbe rouge ne passe ni en dessous ni au-dessus. Elle ne traverse pas elle ne passe pas du dessus au dessous. Elle reste ici dans ce cas-là bien au-dessus. Ce que j'ai dit, c'est valable ici. Des fois, il y a des points d'inflexion, donc ça traverse, mais ce qui importe, c'est que ce soit bien tangent. Et ça a une certaine pente qui vaut ici typiquement 1,5 graphiquement. Et c'est donné par cette formule. Alors pourquoi la pente est donnée par cette formule? Ben, vous avez deux points ici, deux ordonnées, f de a, f de a plus h. Donc en fait, je suis en train de considérer deux points. Donc là, je vais faire un petit schéma en essayant de respecter les couleurs. Donc la courbe est en bleu. Voilà, peu importe si je retrace pas exactement la même fonction, mais ce qui importe, c'est le concept. Je considère un point ici, donc à l'abscisse A, et en fait, je vais me décaler un petit peu à côté, en A plus H. Ici. Et je calcule l'ordonnée, on va essayer d'être à peu près droit, l'ordonnée de ces points. Donc il y a f de A et f de A plus H. Et après, pour avoir la pente, ici, là, il y a une pente, j'utilise le rapport delta y sur delta x. C'est la définition de la pente. Ah oui, là, c'est pas le théorème de L'Hopital. On est sur des choses beaucoup plus basiques là. Mais bon, il y a un lien. Delta y, donc c'est la variation ici de y. Donc c'est cet écart-là. Donc c'est f de a plus h delta, ça veut dire variation, moins f de a, divisé par la variation en x. Donc c'est a plus h moins a. Et là, j'ai a moins a, donc j'ai bien f de a plus h moins f de a divisé par h. Et ce que je vais faire, c'est prendre la limite de ça quand h tend vers 0. Autrement dit, je vais attraper ce point et le rapprocher du point qui m'intéresse. C'est ça la notion intuitive de limite. La dérivée, c'est l'accélération de la courbe. Alors si tu traces la vitesse en fonction du temps, oui. Une vitesse qui est comme ça. Donc là, j'accélère plus, parce que la vitesse reste constante. La pente est nulle. Là, j'accélère beaucoup. Et là, je décélère. Et l'accélération, oui, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Rapprocher les points, ça veut dire que au lieu de prendre ce point-là, je refais la même chose, mais avec un point qui est ici plus proche du point A. Autrement dit, je diminue la valeur de h, je le fais tendre vers 0. Et c'est ça, ce petit passage-là. H qui tend vers 0. En fait, il y a deux points. Là, j'en ai décidé qu'un, parce qu'en fait, les deux sont confondus. Le deuxième a rejoint le premier. Voilà, c'est la définition un peu intuitive de la dérivée. Donc ça, c'est la formule rigoureuse, hein, mais vous avez comme ça une définition un petit peu géométrique. Voilà, on va continuer à faire d'autres révisions. C'est pas terminé, mais ce sera pour une autre vidéo. Donc fin de la première partie. Si vous voulez récupérer le PDF de tout ça, et aussi je vais vous donner un PDF d'exercices typiques avec des petits calculs à faire pour être sûr d'avoir bien compris tout ça. Donc je vous donne ça et je vous donne aussi, ça fait partie de l'introduction quand vous vous inscrivez à la liste mail. C'est une mini formation. Ça s'appelle les conseils accélérés. C'est des conseils que je donne pour travailler plus efficacement.
Et donc, vous pouvez avoir accès à tout ça gratuitement hein, pour avoir cette formation, les conseils accélérés, ce PDF et aussi le TD. Et pour ça, il faut vous inscrire à la liste mail. Donc, je vais donner ça aux gens qui s'inscrivent à la liste mail. Je vous mets ça en description, c'est le premier lien. Et je vais même vous le mettre à vous qui êtes ici en direct sur Twitch. Quoi, on a des devoirs? Ah bah oui, il faut pratiquer. Comme je dis souvent à mes élèves, c'est pas en regardant des matchs de foot à la télé qu'on devient un grand footballeur. Il faut pas juste regarder, parce que des fois on a l'impression d'avoir compris en regardant, mais c'est l'illusion de la connaissance et il faut faire attention et il faut pratiquer. Voilà, donc il y aura une deuxième partie de révision, peut-être une troisième partie, je verrai. Ce sera publié également sur la chaîne. En tout cas, là, c'est la fin de cette première partie.